Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 5 mai 2026. Est-ce que c'est une journée spéciale? Bon, non, historiquement, c'est une journée spéciale parce que c'est le jour dans lequel Napoléon est mort. Mais finalement, et il est mort en 1821, imaginez. 1821, et c'est le 5 mai. Quand moi j'allais à l'école, il y avait une poésie à apprendre sur la mort de Napoléon, qui s'appelait donc le 5 mai. Bon, mais est-ce qu'il y a d'autres choses plus intéressantes que ça aujourd'hui? Oui, une chose intéressante, c'est que vous avez le UAI, c'est-à-dire le United Arab Emirates, et lesquels, finalement, ce sont 7 Émirats tous ensemble, et dont finalement aussi le Dubaï en fait partie. Et ces gens-là ils se sont détachés de l'OPEP. C'est un grand événement parce que habituellement on ne se détache pas de l'OPEP. C'est l'OPEP, tout le monde ça voulait être membre de l'OPEP. Mais pour s'entendre, c'est quoi l'OPEP? L'OPEP, c'est l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. C'est une vieille organisation, finalement, elle a à peu près 60 ans de vie. Elle est née, juste pour être certain, elle est née en 1960. Donc, il y a en 1960, les pays exportateurs de pétrole se sont révoltés contre les 7 grandes compagnies pétrolières qui étaient essentiellement américaines, sauf une qui était italienne. Et puis, et finalement, donc, en 1960, ils fondent finalement ça, mais là, je vais retourner page par page. Fondation de l'OPEP. Je m'en vais à la page 4. Donc, l'OPEP, donc le 14 septembre 1960, 5 nations productrices de pétrole se réunissent pour créer l'OPEP. L'objectif, c'est que finalement, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent contrer le pouvoir des grandes compagnies pétrolières occidentales, c'est-à-dire les 7 sœurs, qui finalement qui fixaient le prix. C'était ces 7 grandes compagnies qui fixaient le prix du pétrole. Et donc, ces pays-là étaient initialement, finalement, l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Irak, le Koweït et le Venezuela. Et donc, en Amérique, c'était le Venezuela, c'est ça? Et le siège social était à Vienne. Encore aujourd'hui, ils sont à Vienne. Pourquoi ils sont à Vienne? Je n'ai pas compris ça. Mais quand même, ils aiment bien aller à Vienne. Et puis finalement, consolidation, les années 1960. Donc, regardez, l'OPEP s'installe à Vienne en 1965 et s'étoffe rapidement de nouveaux membres. Durant cette décennie, le cartel reste relativement discret. Les prix du pétrole demeurent bas et stables, dominés par les compagnies anglo-américaines ou anglo-saxonnes. Finalement, en 1961, c'est le Qatar qui adhère. En 1962, c'est la Libye. En 1967, c'est l'Émirat des Arabes Unis. Finalement, c'est ceux qui se sont détachés actuellement. 1969, c'est les Algériens. Et 1971, c'est le Nigeria, le Nigeria. Finalement, en 1973, il y a un choc. Et c'est le choc pétrolier, disons, de 1973. Qu'est-ce que c'était ce choc pétrolier? C'est que les Américains, donc en réponse au soutien américain à Israël lors de la guerre du Kippour, Kippour, je pense que c'est une fête juive, les membres arabes de l'OPEP décrètent un embargo pétrolier. Le prix du brut quadruple en quelques mois, 4 fois plus élevé. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Finalement, 1973, c'était vraiment étonnant. On ne faisait plus l'essence à 25 cents canadiens pour un gallon impérial. Donc, ça voulait dire 4 litres et demi. Mettons 25 cents pour 4 litres et demi, c'est ça. Mais le prix est monté de 4 fois parce que finalement, le prix du pétrole s'est bien monté. Parce que ces pays-là ont dit, OK, vous aidez Israël et nous, on vous coupe, on vous coupe la possibilité du pétrole et d'avoir tout ça. Donc, la hausse du prix du pétrole, finalement, est passée de 3 dollars le baril à 17 dollars le baril. Aujourd'hui, ça fait rire, 17 dollars le baril. On est à 80 et plus, et puis au 100. On fait ça. Naturellement aussi, le dollar n'est pas le même non plus. Deuxième choc pétrolier. En 1979, voilà, il y en a un autre. C'est la révolution islamique, donc en Iran. En Iran, finalement, c'est la révolution. Ils chassent comment dire, celui qui était le commandant, l'empereur, et le Shah d'Iran.
Et le Shah d'Iran, en réalité, au lieu d'être fait prisonnier ou je sais pas, jugé par les Iraniens, les Américains le reçoivent chez eux. Ça, les Américains, les Iraniens n'ont pas aimé ça. Et la conclusion, ça a été que les Iraniens ont envahi l'ambassade américaine et ils ont pris 66 personnes, je crois, en otage pour protester, justement. Et ils sont restés là 444 jours, imaginez, 440 jours, des diplômés de l'ambassade américaine, prisonniers finalement d'un groupe d'étudiants. C'était des étudiants qui faisaient ça. Enfin, en disant, donc, la guerre donc, débute une nouvelle crise de l'offre. Le prix atteigne de 25 à pardon, laissez-moi reprendre ça. La révolution islamique en Iran et le déclenchement de la guerre Iran-Irak, oui, parce qu'il y avait ça aussi. Et en même temps, l'Iran se retrouvait à combattre contre l'Irak, ou l'Irak contre l'Iran, enfin, crée une nouvelle crise de l'offre. Les prix atteignent près de 35 $ le baril. Imaginez, on était à 3 $ en 1969, quelque chose comme ça, ou 73, et en 6 ans, on est rendu à 35 $ le baril. Ça, c'est le sommet historique de la puissance de l'OPEP. Et donc, il y a 1982, c'est la récession mondiale. Ça dû pas vraiment par le pétrole, mais par beaucoup de facteurs. Et finalement, on a un contre-choc en 1986. Laisser de jouer le rôle de swing producer pour soutenir le prix. L'Arabie saoudite, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était dissonante par rapport aux pays de l'OPEP. Les pays de l'OPEP se rencontraient et disaient, OK, on va pas plus produire de pétrole plus que ça, et donc le prix du pétrole va se mettre à monter. Mais l'Arabie saoudite était contre ça. Donc, elle pompait du pétrole, mais vous savez que les réserves de l'Arabie saoudite sont énormes, et donc finalement pompait du pétrole à toute allure, et donc servait à calmer les prix. Donc, les cours s'effondrent à cause de ça à 10 $ le baril. Et le cartel révèle ses premières limites structurelles, parce que justement, le cartel aurait dû tenir tout le monde d'accord, et puis l'Arabie saoudite ne l'était plus. Donc, finalement, en 1986, le prix du baril était inférieur à 10 $, et finalement, à partir à la suite de cette finalement situation-là de contre-choc, finalement, le prix du pétrole est tombé de 65%. Donc, on a une hausse de la production saoudienne pour épargner des parts du marché. L'apparition des producteurs non OPEP, comme la mer du Nord, parce que naturellement, vu que le pétrole avait augmenté de prix, les pays se sont mis à chercher du pétrole partout, là. Donc, on en a trouvé dans la mer du Nord, donc au nord de la Scandinavie, c'est-à-dire de la Norvège. Et ensuite, on en a trouvé au Mexique et on en a trouvé aussi en Russie. Bien, la Russie, on le savait, mais disons, ils produisaient pas trop à l'époque. Donc, baisse de la demande mondiale suite aux politiques d'économie d'énergie. Ah oui, parce que vous devez savoir que c'était grave. Vous savez, quand vous voyagez aux États-Unis, encore aujourd'hui, c'est marqué qu'on ne peut pas aller plus vite que, je pense, 77 miles à l'heure, qui correspond grosso modo à 100 km à l'heure à peu près. Mais ça vient de là, de cette époque-là. Dans les bureaux d'État américains, ben, ils ne chauffaient pas, ils restaient avec un Fahrenheit très bas là, de température. Les gens faisaient la queue pour avoir l'essence. C'était un monde un peu spécial. Donc, il y a des querelles internes sur les quotas de production, justement parce que le PEP, disons, détermine le prix du pétrole. Mais là-dedans, il y a des intérêts différents. La Russie a ses intérêts, l'Arabie saoudite les siens, je ne sais pas, d'autres ont les siens. Donc, finalement, il y avait tout le temps des tensions quand même. Donc, oui, officiellement, ils avaient fixé un prix, mais finalement, en réalité, ça trichait un peu là-dedans. Donc, instabilité et rivalité entre 1990 et 2000. Donc, en 1991, il y a la guerre du Golfe, c'est-à-dire l'Irak envahit le Koweït.
et qui est un énorme producteur de pétrole. Et donc, en 1997, finalement, on a la crise financière asiatique, effondrement de la demande. C'est ça, en 1997, je me souviens plus bien qu'est-ce qui est arrivé, mais je dois vous dire, c'était vraiment mauvais. Le monde des obligations avait été tombé. Enfin, il y avait une crise dans quelques pays qui se sont ensuite, ces crises-là ont contaminé d'autres pays et tout ça. Et donc, en 1999, le prix du pétrole est à juste 11 dollars le baril. Mais imaginez 11 dollars le baril contre 3 dollars. Mais quand c'était 3 dollars, le dollar valait quelque chose. Tandis que 11 dollars le baril en 1999 par rapport à 1985, 86, finalement, 14 dollars, le 11 dollars le baril était vraiment très peu. Peut-être moins que 3 dollars si on tient compte de la dévaluation de la monnaie par rapport donc à l'époque précédente. En l'an 2000, il y a le boom des économies énergétiques et les prix remontent. Très bien, mais ça continue l'histoire. Et quand on a à un certain moment l'OPEP+, une alliance historique en 2016. Donc, en 2016, face à la révolution du shale oil américain, c'est-à-dire les Américains retrouvent du pétrole, ils trouvent qu'ils sont pleins de pétrole, mais pas vraiment creusé à 3000 km, à 3000 mètres dans le sol, mais juste de surface. Et donc, c'était des techniques, finalement, d'extraire le pétrole des sables qui étaient là. Donc, face à la révolution du shale oil américain qui fait chuter le prix, l'OPEP et la Russie concluent en décembre 2016 une alliance inédite, c'est-à-dire l'OPEP, plus, avec un plus. Donc, ce format élargi coordonne les coupes de production pour stabiliser les marchés mondiaux. Donc, l'OPEP, c'était 12 membres. L'Arabie saoudite, les Émirats, Nigeria, Algérie, etc. Et les non-OPEP étaient 10 membres aussi à l'époque, Russie, le Mexique, le Kazakhstan. Et puis, finalement, quand on arrive donc à une décision en décembre 2016, c'est à Vienne. Le mécanisme coupe coordonnée sur la production, donc produire moins. Et ensuite, résultat, remontée des prix de 50% en 2017 et le COVID-19, le coupes record de 9,7 milliards. Imaginez, le COVID a tué finalement la production de pétrole parce que les gens ne pouvaient plus voyager et puis tout ça. Donc, si on continue, le défi contemporain. Donc, on a l'OPEP, donc, plus navigue dans un monde en mutation énergétique profonde. Donc, on a une transition énergétique. La Russie est croissante, la prévision croissante sur la demande pétrolière à long terme face aux énergies renouvelables et à l'effet et à l'électrification. C'est-à-dire, sont nées donc les voitures électriques, donc plus besoin d'essence. Et il y a aussi la production d'énergie qui est faite à travers les panneaux solaires et puis tout ça. Donc, chez l'oil américain, donc les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial, réduisant le levier de l'OPEP sur les prix, justement grâce à ce pétrole, ce pétrole de surface américain aux États-Unis. Tensions internes, désaccords entre l'Arabie saoudite et les Émirats, vénézuéliens et Iran sous sanctions paralysantes. Finalement, il y a une volatilité géopolitique aussi. Donc, genre mettons, guerre de l'Ukraine, sanctions, ensuite réorientation des flux intergétiques mondiaux. Et finalement, on est rendu à aujourd'hui, finalement, où on essaie de trouver c'est quoi qui peut remplacer ce pétrole. Parce que les voitures électriques, c'est une bonne chose contre le pétrole, mais ensuite, plus de 60 ans dans l'histoire. Donc, c'est 60 ans qu'il y a ce OPEP. Et l'OPEP a transformé l'ordre énergétique mondial depuis 1960. Le format OPEP+ de 2016 illustre sa capacité d'adaptation. Ça, on part toujours du passé.
la transaction énergétique représente le défi existentiel du siècle. Et puis finalement, la question n'est plus si, mais à quelle vitesse le pétrole sera remplacé. Est-ce que c'est vrai qu'on peut remplacer le pétrole? À voir. C'est-à-dire, il faudrait que les voitures soient toutes électriques ou encore qu'il y a, je ne sais pas, une affaire avec l'hydrogène, c'est-à-dire une bonbonne avec l'hydrogène, puis on fait quelque chose là-dedans, mais c'est dangereux, puis ce sont toutes des techniques nouvelles. Mais ça se peut que le pétrole comme étant le moteur finalement des voitures et puis tout ça, ça devient de moins en moins important. Naturellement, le pétrole, c'est pas juste ça, il y a autre chose là. On fait des pharmaceutiques avec des produits du pétrole. Enfin, on fait beaucoup de choses. Et donc, le pétrole reste toujours important. Mais du point de vue de la consommation pour faire agir les voitures, comme était l'OPEP, là, ben, peut-être ça va se réduire. Mais ça, c'est à voir. On verra tout ça. Bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui.